ma position, donc je suis psychologue, psychanalyste. J'ai beaucoup travaillé sur les questions familiales et aussi mon champ de recherche sur la question du religieux, donc du lien en général. Donc cette question du lien que Pierre a beaucoup évoquée. Alors sa pensée m'intéresse. Alors parfois je ne suis pas, notamment j'ai du mal à suivre, notamment dans les questions économiques, parce que là pour le coup je suis complètement ignorant. Donc je suis probablement le plus ignorant de cette salle. Donc voilà. Mais j'ai un peu regardé cette question des lieux m'a beaucoup intéressé par rapport à cette notion d'habiter. C'est-à-dire que je perçois bien que la question des lieux est une question aiguë, telle que la pose Pierre, mais je pense que ça correspond à une réalité. Alors il y a la virtualisation des lieux réels, mais aussi il y a le fait que le virtuel existe de plus en plus, mais il y a aussi le fait que le réel devient de plus en plus virtuel d'une certaine manière. Alors c'est lié peut-être aux effets du virtuel, mais c'est lié aussi aux effets de la mondialisation, au fait que des correspondances de lieux se font d'une manière très rapide et très violente parfois. Je vous cite un exemple. J'habite un quartier de Paris qui n'est pas très loin d'ici, qui est à quelques kilomètres, La Chapelle, derrière la gare du Nord. C'est le dernier Calais de France, donc vous avez depuis plusieurs années, et plus spécifiquement depuis plusieurs mois, un afflux de migrants extraordinaires dans ce lieu, avec donc d'autres migrants mais plus anciens, des couches de migrants, de personnes qui sont là depuis quelques dizaines d'années, des petits blancs, quelques-uns, des Indiens, hindous, un certain nombre de personnes, et cet afflux extrêmement important des gens qui campent. Et ce qui est très frappant, et depuis des années, c'est un lieu qui devient un lieu comme ça où l'afflux de la mondialisation est constant. Et ce qui est très frappant, c'est qu'au fond, le réel devient un peu virtuel. C'est-à-dire qu'on a l'impression, dans ce lieu-là, que les personnes cohabitent sans habiter le même espace. Et à quelques mètres près, parfois. Vous avez des îlots bobos, et à quelques mètres, d'autres îlots qui sont des campements de Soudanais ou d'Érythréens. Et ces personnes, il y a des murs invisibles qui existent entre les personnes, mais où au fond, la rencontre et la parole ne se fait pas. Donc c'est ce qui est assez intéressant par rapport au lieu, justement, c'est cette idée qu'au fond, on n'a pas l'impression d'habiter la même réalité. Et pourtant, c'est une réalité qui semble commune. Alors la question du lieu est justement... Alors, on voit bien que l'effet de la mondialisation et l'effet, au fond, de flux de déplacement des personnes, qui peut ressembler d'une certaine manière à l'instantanéité de ce qui se joue avec les données et avec la communication. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de mise en contact des personnes et des biotopes, d'une manière fulgurante, pour le coup, extrêmement forte. Et qui fait qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire habiter ? Et c'est un peu la question que pose Pierre, d'ailleurs, au fond, pour retrouver, à travers ce qu'il appelle les tiers-lieux, et qu'il n'est pas le seul à appeler les tiers-lieux, mais que voilà, cette idée de refonder des lieux, au fond, où on puisse habiter ensemble, où on puisse aussi, à travers cet habitat commun, tenir compte, au fond, de la virtualisation et de toute cette prolifération du virtuel et de ce qui, au fond, est bien dans le virtuel, et tenir compte aussi de cette complexité du monde contemporain et de la complexité dans la manière dont les personnes, au fond, se côtoient d'une manière étonnante. Et comment retisser quelque chose d'un vivre ensemble, puisque c'est un terme qu'on aime beaucoup aujourd'hui, même s'il est très flou, retisser quelque chose d'un vivre ensemble et d'une manière commune d'habiter les lieux. Alors je veux dire simplement quelques mots sur, au fond, quels sont, en tant que psy, alors je parle de mon point de vue, quelles sont les zones d'intérêt, de prudence, d'attention qu'on peut avoir pour ce retissage du lieu et du lien. C'est-à-dire que, alors de ce point de vue-là, où au fond un lieu, ce n'est pas un espace neutre. Le lieu, comme l'a dit Pierre, c'est déjà effectivement l'espace du lien. C'est-à-dire que le lieu, quand on parle d'habiter, quand on parle par exemple de domus, au sens du domus des anciens Romains, le domus, ce n'est pas seulement le lieu, mais c'est aussi tous les liens qui se tissent dans le lieu. C'est la maisonnée, c'est toutes les personnes qui habitent la maisonnée, la manière dont quelque chose se joue au niveau d'une invention du quotidien dans le lieu en question. Alors ça donne une image de ce qu'est un lieu, et de dire qu'au fond, un lieu n'est jamais un espace neutre. C'est jamais un espace neutre et c'est toujours un espace de création. C'est ce que Michel de Certeau, qui est un grand penseur des pratiques du quotidien, il disait au fond, alors c'était son vocabulaire, il disait au fond, les
les lieux peuvent être régentés, mais les espaces se pratiquent. Alors il avait une théorie en disant, il faut que l'espace, d'une certaine manière, c'est encore mieux que les lieux, parce qu'on pratique l'espace, parce qu'on peut rentrer dans quelque chose où on s'approprie, on est présent dans ce qui se passe, on peut rentrer en lien, on peut s'approprier, et on n'est pas dans un espace neutre, justement, dans lequel on se côtoie, sans pouvoir vraiment exister. On pratique l'espace au cœur de la temporalité. Alors Pierre a évoqué effectivement cette idée que parfois les temporalités se tamponnent, hein, où on a l'impression parfois au contraire que les temporalités sont complètement dissociées, mais un lieu prend sens et a vraiment un sens pour la personne dans la mesure où il y a une temporalité qui se déploie. Et c'est peut-être comme ça qu'on pourra réinventer de nouveaux lieux. Hein. Alors je ne veux pas faire la pub pour le pape François, mais dire qu'au fond, dans sa dernière encyclique, il évoque beaucoup au fond d'aider au fond que le temps est supérieur à l'espace. Ça veut dire simplement que le temps et l'espace ne sont pas dissociés. Alors, il y a une sorte de matériaux spatio-temporels qui, au fond, le temps, c'est ce que disait Bergson. Bergson disait le temps, c'est l'esprit de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a l'espace dans lequel se jouent nos liens, dans lequel nous rentrons en contact avec les personnes, dans lequel nous élaborons des choses. Mais en même temps, cet espace-là, il ne peut se déployer que dans la maturation du temps et dans les manières dont les liens se concrétisent, se déploient et prennent une dimension, une maturation à travers le temps. Donc cette question de la temporalité, c'est une question importante. Une question évidemment qui nous concerne nos subjectivités, notre rapport déjà personnel avec un certain nombre de choses, et le monde collectif dans le même moment. Je pense que quand est apparue une zone de tension, historiquement, quand justement le rapport entre les corps individuels et les corps collectifs est devenu plus compliqué. C'est-à-dire il y a eu un passage au moment de la modernité, la modernité au sens des temps modernes, où au fond, on n'a plus pensé le collectif en termes de corps. On n'a plus pensé, on l'a pensé au contraire en termes de contrat, ce qui est une bonne chose, mais du coup, retrouver un sens du collectif qui serait plus organique, plus naturel, devient un lieu compliqué, un aspect compliqué des choses. Alors, un deuxième point que je voulais évoquer, c'est que la question d'habiter, au fond, c'est un peu comme des poupées russes. C'est-à-dire, il y a d'abord moi, mon corps, la manière dont mon corps tisse quelque chose dans mes premiers liens et dans les liens avec les personnes les plus signifiantes, et dont tout cela peut s'articuler avec l'ensemble de la collectivité. Ce travail de poupée russe montre bien que nos lieux intérieurs ne sont pas déconnectés des lieux extérieurs. C'est-à-dire ce qui se joue dans notre intériorité, au fond, alors c'est vrai pour l'enfant, pour le petit enfant, mais c'est tout aussi vrai au niveau des adultes, que cette créativité que nous avons pour habiter les lieux met en relation, au fond, ce qui se joue dans notre intériorité, dans le tissage de cette intériorité, et ce qui peut se jouer au niveau du collectif, dans le collectif peut-être le plus mince, hein, de la famille par exemple, mais un collectif beaucoup plus large, que les choses sont reliées. Et parfois d'une manière assez complexe aujourd'hui. Vous voyez par exemple des gens qui sont en couple ou en famille, qui en fait échappent constamment au lieu où ils sont et sont ailleurs, sont justement dans cet ailleurs virtuel, dans lequel ils trouvent peut-être un autre espace d'intimité parce qu'ils ne le trouvent pas dans leur couple. Il y a des gens qui se relèvent le soir, quand leur femme est couchée ou quand leur mari est couché, pour aller sur Internet, pour retrouver un autre lieu qui est de nouveau, d'une certaine manière, un lieu d'intimité, d'une autre intimité. Donc il y a une complexité de l'élaboration des lieux, et peut-être aussi à ce moment-là une dissolution du lieu, je dirais, naturel, qui ne serait pas le lieu virtuel, et qui devient un lieu un peu comment dire, un peu diaphane, un peu fantomatique. Donc cette complexité-là de l'habitation des lieux est liée, et ça c'est l'élément le plus important, je crois que si on parle de retisser les lieux, c'est ça qu'il faut travailler, est lié, je dirais, à ce que j'appelle l'hétérogénéité de l'enveloppe collective, l'enveloppe psychique collective. Nous sommes dans un monde où nous ne sommes plus enveloppés d'une manière forte par ce qui nous entoure, notamment par une culture, c'est-à-dire la culture hétérogène, morcelée. Weber parlait du polythéisme des valeurs. Ben, c'est vrai pour les valeurs, mais c'est vrai aussi par la manière simplement d'être présent dans le monde collectif. Enfin, je le vois bien dans mon quartier, mais je crois que c'est très vrai dans le reste de la société. Donc cette hétérogénéité très forte, très puissante, qui peut se jouer même géographiquement à quelques dizaines de mètres, cette hétérogénéité
fait qu'il y a vraiment quelque chose à repenser et à retisser par rapport à cette question des lieux. D'abord au niveau corporel, et ensuite au niveau plus collectif. Quand je crois dans la quatrième de couve, la personne qui fait la quatrième de couve dit voilà, nous avons perdu notre toit, c'est-à-dire que c'est parce qu'un toit TOIT, hein, c'est peut-être le toit TOI aussi d'ailleurs, c'est parce que justement cette dimension d'une protection et d'une dimension recouvrante collective qui existe beaucoup moins, qui fait que effectivement nous n'arrivons pas à retrouver facilement, en tout cas, le chemin du collectif, d'où tous les débats actuellement hein, sur la question du vivre ensemble. Alors, je donnerai pour terminer, puisque je ne vais pas parler très longtemps, quelques points sur justement qu'est-ce qui peut permettre d'inventer, de nouveau inventer quelque chose qui serait des lieux collectifs. Alors, je pense que ça ne peut pas s'inventer en claquant des doigts. On ne peut pas dire on va inventer des tiers-lieux comme ça. Je pense que on voit bien, par exemple, les erreurs et les horreurs de l'architecture conceptuelle des années 70. On a voulu créer des espaces. On a créé des espaces et ces espaces, les gens ne les ont pas habités réellement. Alors qu'est-ce qui fait qu'on crée des espaces dans lesquels les personnes puissent vraiment les pratiquer au sens où Certeau le disait, c'est-à-dire voilà, d'avoir une réelle pratique de l'espace et une pratique qui fasse lien avec d'autres personnes. C'est pas évident. On peut très bien avoir des idées géniales, et ces idées géniales, elles ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui fait qu'une cafette, on peut parler de tiers-lieu, une cafette d'une certaine manière, c'est un tiers-lieu dans une université. Une cafette, c'est parfois un lieu très intéressant. Le bistrot, avant, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que les gens y viennent et prennent plaisir à entrer en lien, et qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est très complexe. Et je crois qu'il faut tenir compte du temps. C'est-à-dire, par exemple, créer un lieu pour les enfants, supposons créer un lieu, suppose, à mon avis, déjà de voir ce que font les enfants dans ce quartier-là. S'il y a des endroits informels où ils jouent déjà. S'ils ne vont pas jouer dans un coin de place, ou sous un arbre, ou dans un endroit particulier, pour voir déjà qu'est-ce que l'histoire a déjà essayé de frayer. Donc de rendre compte, alors peut-être que pour la grotte Chauvet, il y a aussi une manière de rendre compte hein, de ce qui était déjà là dans le lieu qui a trouvé une concrétion avec le temps, hein, de tenir compte de cette temporalité. Je crois qu'il faut aussi, donc on parlait de l'institution, Pierre parlait de l'institution, je crois qu'effectivement on est plutôt dans une période instituante aujourd'hui. Alors certains philosophes ont fait la distinction entre l'instituant et l'institué. Peut-être qu'au XIXe siècle, au début du XXe siècle, on était dans une période où on avait beaucoup d'amour pour les institutions cristallisées et le côté hiérarchique, autoritaire des institutions déjà là, et qu'au fond, on n'a plus reconnu les institutions comme venant de nous, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on est dans un monde où les institutions peinent à continuer à faire autorité, en tout cas, elles le font d'une manière plus complexe. D'autres institutions sont en train de s'instituer, parce que je pense que la cour de récré, à un moment donné, elle se régule, et où elle est régulée aussi, en partie par l'arrivée des adultes, parce que les adultes ont aussi à réguler la cour de récréation. Donc on est dans cette période instituante, et je crois que dans les périodes instituantes, il ne faut pas penser qu'on sera constamment dans l'instituant. Il faut avoir un sens, une attention justement à ce qui peut se cristalliser en termes d'institutions, peut-être d'institutions plus souples que ce qui se jouait auparavant, mais prendre attention à cette question de l'institution et de voir que l'institution peut être aussi protectrice. L'institution, l'école, par exemple, dans le cadre de la cour de récré, elle protège des vendettas, du harcèlement, du plus faible. Donc, il y a cette question-là. Et je pense aussi, alors ça c'est le psy qui parle, dans cette attention pour les tiers-lieux, je crois qu'il faut être très attentif que nous ne sommes pas égaux vis-à-vis des tiers-lieux. Nous ne sommes pas égaux vis-à-vis des tiers-lieux. Nous ne sommes pas égaux. Comme disait Pierre, au fond, dans la cour des récrés, c'est très créatif, ça va dans tous les sens éventuellement. Il y a des jeux qui sont en train de se réguler ou de ne pas se réguler. Comme disait un sociologue dont je me souviens plus du nom, c'est Cardon, je crois, sur Internet, il disait au fond sur Internet, c'est les plus forts ou les plus intelligents ou les plus actifs qui gagnent. C'est-à-dire qu'il y a une prime à la créativité dans certains lieux. Évidemment, nous ne sommes pas tous intelligents, créatifs, malins. Il y a des gens qui sont nuls, pas créatifs, fatigués et sans possibilité de créer plus que le voisin.
Donc, il faut être attentif, au fond, dans cette question-là, à quelles sont les différences de créativité, que la créativité en soi, ce n'est pas à donner, qu'on soit père de famille, ou qu'on soit chef d'entreprise, ou qu'on soit tout simplement cadre d'entreprise, et que cette créativité est tout à fait différentielle. Il y a des personnes qui n'ont pas le capital narcissique, et même le capital relationnel, le capital même financier, pour être en capacité de créer des liens, de créer des lieux, etc., et qui ont souvent dans cette capacité de ce que Pierre appelle les hypernomades, cette capacité au fond de changer de lieu, elle est quand même conditionnée par certaines choses. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que souvent chez les hypernomades, donc des gens qui peuvent changer de lieu facilement et avoir une certaine souplesse à recréer d'autres lieux, c'est souvent des gens qui avaient des bases arrières. Hein. C'est-à-dire qui ont quelque part un chez eux, alors c'est peut-être le chez elle de ta belle-mère, ou un chez eux quelque part pour lequel ils savent qu'ils pourront se replier ou qu'ils peuvent un jour y aller. Et beaucoup de gens comme ça ont une base arrière. Il y a des hypernomades qui ont leur maison en Provence ou ailleurs. Hein. Donc ça, il faut voir que c'est une différence essentielle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de base arrière. Absolument pas. Et pour lequel le lieu d'habitation, et je le vois bien dans mon quartier, est complètement restreint à leur propre corps. Hein. Donc c'est le minimum du minimum. Alors souvent c'est un peu plus, il y a quelques relations, il y a un espace quotidien, mais parfois guère plus. Parfois, guère plus. Hein. Je vois par exemple des adolescents, leur seule relation dans la semaine, c'est leur mère, qui sont déscolarisés, leur mère, Internet et moi. Alors on peut dire qu'Internet est un espace de lien, mais on voit bien combien le côté complexe de ce qui se joue là. Voilà, donc de dire au fond qu'on a une grande inégalité, qu'un certain nombre de personnes auront du mal à s'instituer relationnellement dans des lieux qui seront toujours à inventer. Et que donc on ne peut pas le décréter seulement en disant ces lieux vont être incitatifs ou stimulants en soi. Bien sûr, ils le seront, dans le meilleur des cas, mais peut-être aussi, ça c'est ma théorie, et je terminerai là-dessus, je pense aussi que ceux qui peut-être ont plus de chance, parce qu'au fond c'est une question de chance, d'une certaine manière, d'être nés là plutôt qu'ailleurs, consentent aussi à percevoir d'abord leur chance, de pouvoir effectivement pratiquer des lieux comme ça et pouvoir inventer peut-être plus que d'autres, et peut-être s'exposent un peu plus personnellement dans des espaces où d'autres existent ou cherchent à exister difficilement, et dans ces lieux justement qui sont inventés. Je ne pense pas qu'on puisse théoriser des lieux de rencontre peut-être improbables sans pour autant soi-même ne pas aller s'y exposer réellement, et pas seulement d'être dans l'abstraction et dans la théorie. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une gratuité. Hein, je pense qu'un lieu s'invente par la gratuité, une réelle gratuité, c'est-à-dire un don sans attente de contre-don. Alors ça peut paraître extrêmement peut-être, utopique, mais je pense que c'est une réalité. Je pense que réellement que ce qui se joue, j'ai quasiment terminé de toute façon. Je pense réellement que ce qui se joue dans la possibilité de créer des lieux communs, ou des lieux créatifs où réellement des personnes qui n'auraient pas pu se rencontrer puissent se rencontrer, parce que c'est un peu ça la question des rencontres improbables. Si on veut vraiment que ça existe, ça suppose que, et je crois que ce n'est pas gagné, ça suppose qu'une partie d'entre nous consente à aller vers ces lieux-là. Et un dernier aspect, consente donc à vraiment s'y exposer, pas d'une manière ponctuelle. Alors on le voit bien dans Paris, ce qui peut jouer, même à des quartiers très limitrophes, c'est des mondes de distance qui existent entre deux quartiers. Et puis un autre aspect, je crois, c'est-à-dire pour pouvoir inventer des lieux plus créatifs, comme ceux que Pierre appelle de ses voeux, qui me semblent très importants, je pense qu'il y a quelque chose à faire presque en amont. C'est-à-dire que la créativité, qu'est-ce qui permet de susciter ces rencontres improbables où des choses vont vraiment s'inventer? Je pense qu'il y a des gens qui n'ont même pas d'amont, qui n'ont pas cette base arrière-là. Et donc c'est dans cette base arrière-là, dans cette création aussi d'une base arrière, qui sont peut-être d'autres lieux qu'il faut aussi exister. Alors je donne un exemple parce que ça paraît très, très, très abstrait. Alors ces bases, je donne un exemple, deux exemples. Dans le monde chrétien, c'est un exemple marginal mais qui est intéressant, c'est vrai que souvent, par exemple, dans les paroisses, c'est très intéressant de voir combien, au fond, il y a des gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement. Et là, on est dans une base arrière. Voilà.
Moi, je vois dans ma paroisse une paroisse très, très, très pauvre de Paris. Il y a évidemment tous les pays qui se rencontrent. Et il y a aussi des psychotiques, des gens bien, qui sont plutôt psychiquement en bonne santé. Et je crois que c'est un lieu où, je ne pense pas qu'il existe beaucoup de lieux où ce type de rencontre puisse se faire. Alors c'est une rencontre limitée, certes, où chacun est un peu sur son compte à soi, mais qui existe. Un autre exemple que je prends, et qui à mon avis n'est pas un tiers-lieu, mais est en amont du tiers-lieu. Je pense au groupe de parents, c'est un autre exemple que je prends. Alors évidemment, j'ai beaucoup étudié la parentalité. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, beaucoup de parents, enfin, quand ça se passe mal, parce qu'il y a un certain nombre de parents pour qui ça se passe bien, beaucoup de parents, au fond, sont même dans un sentiment d'être complètement illégitimes, de pouvoir prendre la parole en tant que parent, étant donné ce qu'ils vivent. Et ne serait-ce que d'avoir... Alors c'est plus formel un groupe de parents qu'un tiers-lieu, parce qu'un tiers-lieu est plus créatif, à mon avis, hein. Mais c'est déjà aussi des lieux en amont, des bases arrières, dans lesquelles les personnes peuvent se sentir légitimes, reconnues et capables de créer. Et je crois que c'est un peu ça la condition minimale. Comment préparer les gens à investir une espèce de créativité, je dirais, moins formelle, plus libre, hein, comme peut être dans ce type de tiers-lieu. Moi, je crois que pour certains, il y a tout un travail de validation en amont, et je dirais de co-validation, parce que nous passons tous, dans certaines périodes de nos vies, par des moments où nous ne nous sentons pas, je dirais, la créativité, la puissance, l'intelligence, et de pouvoir aller dans des tiers-lieux. Donc, passons tous par des temps où nous avons besoin d'être validés par d'autres personnes et retrouver ce ressourcement et cette base arrière pour pouvoir habiter un espace commun. Ça, je crois que c'est aussi, alors je ne dis pas que ça n'existe pas, on le voit bien, hein, moi je connais certaines associations de parents d'élèves ou autres, on voit bien que ces choses-là existent et commencent à exister. Mais là aussi, vous voyez, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça revient à la question de la période instituante, c'est-à-dire d'un monde où les institutions sont plus complexes, sont moins contenantes et moins soutenues, moins légitimes, et il faut retrouver quelque chose de l'ordre d'une... L'institution, à quoi ça sert? Ça sert aussi à valider les gens, ça ne sert pas seulement à les écraser. Hein, ça sert aussi à les valider et à les légitimer, en tout cas. Alors, auparavant, dans ce que Pierre a évoqué, dans la société des statuts, hein, où chacun avait son statut, on était légitimé par son statut, mais peut-être qu'une relégitimation est nécessaire aussi, mais d'une manière capillaire et voilà, bottom-up, hein, de retrouver ce sens de légitimation mutuelle des personnes pour pouvoir recréer aussi ces nouveaux lieux. Alors pour conclure, je dirais effectivement, ça ne peut pas se faire d'une manière abstraite. Je crois qu'un des grands problèmes de la fin du XXe siècle, c'est qu'on a essayé de créer d'une manière volontariste, et je dirais peut-être c'est très français, hein, de manière volontariste et conceptuelle un certain nombre de données, à la fois dans l'urbanisme, dans la manière de gérer le collectif aussi, mais qui ne peut plus fonctionner aujourd'hui, parce que le lien social est trop en difficulté.